Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir Clément, ravi de vous avoir à nouveau parmi nous. En fin de compte, chaque début d'année, on vous reçoit et c'est la loi de finances qui vous appelle au devoir ou qui nous appelle au devoir. Alors, cette année, déjà, si on doit la qualifier, on est dans une rupture, dans une évolution, dans une révolution, dans la continuité. Quel qualificatif vous lui donnerez? Alors bonjour Bernard, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je présenterai cette loi de finances comme une loi de finances technique. On a beaucoup de mesures techniques. Il y a à peu près 180 mesures dans la loi de finances. Beaucoup de mesures qui adaptent des dispositifs existants. On a très peu de dispositifs de rupture sur cette loi de finances, ce qui est plutôt normal, ceci dit. Ça commence à faire 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Donc, on a eu des lois de finances de rupture en début du premier quinquennat. On a eu une loi de finances qui modifiait pas mal de dispositifs l'année précédente, suite à sa réélection. Là, maintenant, sur les lois de finances qui vont venir, je pense qu'on sera plus sur des adaptations techniques. D'accord. Alors, euh, le premier grand sujet, si on devait sortir une seule loi, on va se mettre du côté du particulier. Allez, une seule loi pour le particulier qui a vraiment à retenir, parce que, attention, celle-là, elle concerne beaucoup de gens, donc beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'épargnants. C'est laquelle que vous mettriez en avant? Alors, ce que je mettrais en avant, ce serait une nouvelle réduction IR-PME. Comme vous le savez, Bernard, les investissements dans certaines PME françaises donnent droit à une réduction d'impôt généralement de 18% ou 25% en fonction de la période de l'année à laquelle l'investissement est réalisé. Là, le législateur a prévu deux nouveaux investissements éligibles à la réduction IR-PME avec des taux bonifiés qui vont entre 30 et 50%. Ce qui est intéressant et ce qui est notable, c'est que ces investissements-là visent des entreprises de recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle les jeunes entreprises innovantes ou les jeunes entreprises de croissance. Voilà, c'est ces deux entreprises-là dans lesquelles les investissements donnent droit à des taux de réduction d'impôt bonifiés. Et On également, aura, d'ailleurs, des plafonds bonifiés pour les jeunes entreprises innovantes. On peut aller jusqu'à 150 000 euros d'investissement. d'accord. On n'aura pas de surprise fiscale là-dessus. C'est bien qualifié. Qu'est-ce qu'est une entreprise innovante et qu'est-ce qu'est une entreprise de croissance? C'est-à-dire qu'on a un label de l'État a priori. Oui, tout à fait, tout à fait. La jeune entreprise innovante, c'est un dispositif ancien, donc qui est bien codifié, pas de surprise. La jeune entreprise de croissance, c'est un dispositif tout nouveau qui a vocation à remplacer la jeune entreprise innovante. Et oui, c'est un label qui est donné par l'administration fiscale. Donc, on D'accord. ne devrait pas avoir de problématique là-dessus. Alors ensuite, pour la location meublée avec le microbique, avec le touristique, avec les choses comme ça, bon, pendant un moment, ça a énormément accaparé l'attention. Tout le monde parlait, tout le monde disait, on voyait des choses assez contradictoires. J'ai un peu l'impression que la montagne a accouché d'une souris. Exactement, exactement. Il était question d'une réforme des plus-values pour les loueurs meublés professionnels à un moment, de la taxation des plus-values immobilières pour les loueurs professionnels. Ça a été complètement retiré de la loi de finances. Donc en tout cas, pour le moment, pour 2024, on ne devrait pas avoir d'évolution sur ce dispositif-là. Il reste une petite adaptation qui est d'après le gouvernement, c'est une erreur. Ça aurait dû être retiré, mais c'est resté dans la loi de finances. Ils ont oublié de la retirer. Voilà. Donc c'est là et on doit vivre avec. C'est une adaptation sur le régime du loueur en micro. Donc Bernard, vous le savez peut-être, quand un loueur meublé fait sa déclaration fiscale, il a deux options. Soit être dans ce qu'on appelle en micro. Donc, il retient son chiffre d'affaires et un taux de charge qui est déterminé forfaitairement. Donc, en l'occurrence, pour le micro BIC, c'était 50%. Là, ce 50% passe à 30%. Voilà, donc c'est plutôt désavantageux pour les loueurs meublés qui étaient sous le régime micro. Également, les seuils pour pouvoir opter au micro. Antérieurement à cette loi, on était à 77 700 euros. Là, on tombe à 15 000. Donc je pense que ça va attirer beaucoup de gens qui étaient loueurs micro BIC dans le régime qu'on appelle le régime réel. Ils vont D'accord. devoir mettre leur Surtout charge. qu'on a une obligation, c'est-à-dire que si on est au-dessus des 15 000, l'année où on constate
être au-dessus des 15 000, on a obligation l'année suivante de se mettre dans le régime réel, c'est ça? Exactement, et le régime réel, pour le coup, est contraignant parce que ça oblige à tenir une comptabilité. Alors que le Donc, régime micro était très simple en termes déclaratifs. ouais, donc là, on va avoir un afflux massif de contribuables qui vont aller vers le régime réel et qui vont donner probablement un surcroît de travail à l'administration fiscale qui aura peut-être même pas le temps de gérer tous ces dossiers parce qu'il faut les lire, les comprendre. Oui, et puis même des inscriptions au greffe massives. Alors là, on parle bien des loueurs de tourisme, hein. On ne parle pas du loueur meublé traditionnel, on parle bien des loueurs de tourisme, si on peut vulgariser, ceux qui louent sur Airbnb. D'accord. Pour les loueurs de meublés traditionnels, donc qui louent à l'année ou qui louent avec le bail mobilité, là, on est resté sur les 70 000, 77 000, c'est ça? Exactement, on est resté sur l'abattement de 50%. Alors, 50%, 77 000 euros. exactement. Et autre subtilité, donc ça concerne les loueurs qui louent des biens qui ne sont pas classés. Donc aujourd'hui, sur les meublés de tourisme, on a deux options, soit ne pas le classer, donc je ne dépose pas de dossier, soit le classer. Le classement, ça suppose de déposer un dossier relativement simple au ministère du Tourisme, qui après attribuera une note au logement. Beaucoup de contribuables quand même classaient leur logement pour une simple et bonne raison, c'est que le régime fiscal pour les loueurs de meublés de tourisme classés est dérogatoire. On avait un abattement de 71% contre 50% pour les loueurs traditionnels. Ce qui est rigolo, c'est que l'abattement de 60%, lui, est maintenu. Donc cette D'accord. finance est négative que pour les loueurs de tourisme non classés. Les loueurs de tourisme classés ne sont pas impactés. Donc, on va avoir On beaucoup va de gens avoir un qui vont afflux, peut-être aller se oui. classer. Exactement, on va avoir un afflux vers les loueurs de meublés de tourisme classés. D'accord. Et le classement, c'est juste un petit peu comme les hôtels. C'est juste une note C'est à plus vie. simple. C'est C'est ça. plus simple que pour les hôtels. C'est un dossier à déposer au ministère du Tourisme. Après, il peut classer entre 0 et 5. Voilà. Mais c'est D'accord. juste un dossier très simple à déposer. D'accord. Un dossier très simple à déposer. Si on vient maintenant un petit peu, allez, un sujet qui nous intéresse un peu plus ici au Portugal qu'ailleurs, ou pour nos auditeurs qui vont venir, quelques modifications sur l'exit tax, vous m'avez dit en préparant l'émission? Exactement. Une adaptation technique et une contrainte. Donc, l'adaptation technique, c'est que pour les contribuables qui seraient partis de France avant le 31 décembre 2013, ça commence à dater un peu, ces contribuables-là faisaient face à une problématique textuelle. Eux, ils n'avaient jamais le dégrèvement de ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, donc la CSG, CRDS. Donc, ils avaient beau être partis de France depuis 15 ans, ils gardaient une obligation de déclarer leur exit tax sur les prélèvements sociaux. Tous ces contribuables-là pourront désormais obtenir un dégrèvement de leurs prélèvements sociaux, pour autant qu'ils aient détenu leurs titres qui sont soumis à exit tax depuis au moins 8 ans. Donc ça, c'est la correction d'une anomalie textuelle ancienne. Bah, Donc par plutôt, définition, plutôt technique. ceux qui sont partis avant 2013, ils le possèdent depuis plus de 8 ans. Ouais, donc tout cela vont se faire dégrever. D'accord. Donc ça, c'est pour les contribuables qui sont partis avant 2013, donc correction d'une anomalie textuelle. Et une contrainte, c'est que j'ai un nouveau cas d'exigibilité de l'impôt sur l'exit tax lorsqu'un contribuable ne déclare pas, ne fait pas sa déclaration d'exit tax en cas de déchéance anticipée ou absence ou événement donnant lieu à dégrèvement. Donc typiquement, un contribuable qui donnerait les titres qui sont sous exit tax à ses enfants ou qui serait arrivé au bout du délai de conservation nécessaire pour maintenir son exit tax, si ce contribuable-là ne dépose pas de déclaration d'exit tax, il peut se retrouver à devoir l'impôt, quand bien même il aurait qu'il aurait pu maintenir son exit tax. D'accord. Bon, j'ai envie de dire ça, c'est un petit peu de votre partie, puisque c'est un peu votre métier, ça, quand vous accompagnez des gens, de veiller aux bonnes dispositions, au bon suivi des choses. C'est un Oui, peu une question supplémentaire que vous allez avoir à poser quand ok. quelqu'un vient vous voir pour une donation. Êtes-vous dans ce cas-là ou des choses comme ça? Exactement, exactement. Et de toute façon, l'impôt ne devient exigible qu'en cas d'absence de réponse après mise en demeure de l'administration. Donc, on a quand même un filet de sécurité. D'accord. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est l'exit tax, c'est pas que déclaratif, ça peut quand même m'engendrer un paiement d'impôt. Ça veut dire que maintenant, on a quoi? On a quatre paliers différents d'exit tax. Elle a été remodelée trois fois, une fois 8 ans, une fois 15 ans, une fois 2 ans, Elle a été remodelée, je pense, 5 fois cinq fois. depuis Cinq fois. 2011.
D'accord. Et il y a pas d'envie de l'administration ou d'unifier tout ça et de simplifier tout ça? Alors, J'ai lu Emmanuel Macron qui promettait une ultra simplification dans l'année à venir. dans la loi de finances, on avait plutôt eu des amendements en sens inverse où ils voulaient revenir au dispositif d'origine, donc 15 ans. Mais c'est pas allé au bout. Donc, mais c'est des amendements de la majorité hein, qui prévoyaient ça et on ne le retrouve pas dans le texte final. D'accord. On est Je loin, pose on une est loin. question. Sortez un petit peu, sortez un petit peu de rôle de celui qui constate. Vous trouvez que économiquement, ça a du sens, 15 ans? Non, 15 ans, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, ça n'a pas de sens. Non, le dispositif d'exit tax était pour éviter que les contribuables partent de France pour vendre leur société. Donc, on comprend un mécanisme entre 3 et 5 ans, comme ce qu'on a à peu près aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sur une temporalité de cession. 15 ans, c'est ridicule. Personne ne part de France pour céder à 15 ans. C'est clair. C'est Donc clair. non, c'était beaucoup trop long. Mais c'est pour Ok. ça qu'ils sont revenus sur des délais plus courts. Aujourd'hui, le délai, c'est 2 ans, c'est ça? 2 ans ou 5 ans si on dépasse certains plafonds. D'accord. Et le plafond, c'est un plafond qui est qualifié comment? C'est un plafond qui est qualifié par rapport à la valeur de la société. De mémoire, c'est D'accord. 3,5 millions. 3,5 millions de valeur de société. Autour de ça, ouais. D'accord. Donc, c'est quand même, on va dire, Gros l'ensemble des exit tax. sociétés. Ouais, c'est pour les gros exit tax. Ouais, enfin, une société qui vaut moins de 3,5 millions, c'est une société, j'ai envie de dire, unipersonnelle, même si elle n'est pas unipersonnelle et qu'il peut y avoir plusieurs salariés dedans, mais c'est une société qui fait bien vivre un homme, quoi, ou une femme. Alors, vous m'avez dit aussi quelques nouveautés anti-abus. Alors, deux nouveautés anti-abus. Une nouveauté anti-abus pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est une nouvelle règle pour l'évaluation des parts de société. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs dispositifs anti-abus qui visent l'évaluation des parts de SCI, notamment lorsqu'on déclare l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. On ajoute à partir de 2024 une nouvelle règle anti-abus qui conduit à ne pas retenir les dettes non immobilières pour l'évaluation des parts de société. Donc c'est un texte qui va plutôt concerner les contribuables qui ont des sociétés qui ont et de l'immobilier et des actifs non immobiliers. D'accord. Et alors, la dette non immobilière, donc la dette qui ne... Aujourd'hui, une dette qui aurait été contractée par une société qui détient de l'immobilier pour acheter des actifs non immobiliers était déductible pour l'IFI. Ce qui D'accord. conduisait des contribuables à aller contracter des dettes dans une SCI, par exemple. J'aurais pu contracter des dettes pour aller faire autre chose, pour aller faire des placements en valeur mobilière, par exemple, et cette dette-là est déductible de l'IFI. Donc, ça conduisait à baisser l'IFI. Là, avec ce texte-là, on ne peut plus faire Ça, ça. c'est une des spécialités du Luxembourg. Là. On a Maël de Wellins qui nous a rejoint. Je ne sais pas s'il est 100% avec nous, mais c'était vraiment une des spécialités où les banques disaient, voilà, on va vous faire un prêt, on va faire un prêt à votre société de X millions. Comme ça, ce prêt-là, vous allez le placer. Et comme ça, votre société ne sera plus à prépondérance immobilière, puisque s'il y a 2 millions d'immobilier dont on va vous prêter 2 millions 100, et automatiquement, on aura 51% de non-immobilier et 49% d'immobilier. Et de là, donc, ça a engagé. Alors, à l'époque, ce n'était pas pour des questions d'IFI, mais c'était pour des questions de statut de société, qu'elle soit qualifiée de prépondérance immobilière ou pas de prépondérance immobilière, et donc ça jouait. Et donc maintenant, avec ce dispositif anti-abus, ça sera plus possible. C'est-à-dire Que pour l'IFI, hein, que pour que l'IFI. pour les filles. C'est-à-dire qu'effectivement, cette stratégie luxembourgeoise avait deux impacts. Ça pouvait me déqualifier une société du statut de prépondérance immobilière, notamment quand je suis une société étrangère, ce qui peut avoir des impacts sur les donations, sur les successions, sur des choses comme ça, et un impact sur l'IFI. Là, l'impact sur l'IFI ne marchera plus. Et l'impact sur la prépondérance immobilière, il reste. Voilà, si pour les donations, successions, choses comme ça, l'impact peut rester. C'est vraiment D'accord. une règle que pour l'IFI. OK. Puisqu'on est sur le Luxembourg, des changements au niveau de la déclaration des comptes ou des contrats à l'étranger, des changements au niveau de l'aspect déclaratif ou de l'aspect punitif en cas de non-déclaration? Alors non, ça pas de changement. Il y a des petites adaptations sur les comptes en cryptoactifs qui doivent être déclarés, mais rien de notable sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois ou sur les comptes luxembourgeois. D'accord. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous vouliez dire peut-être un mot sur le Non, du conseil. ouais, il y a peut-être un dernier point saillant, c'est que
On avait eu deux décisions intéressantes du Conseil d'État et de la Cour de cassation sur le dispositif Dutreil qui permettaient de transmettre des entreprises qui avaient une activité de location meublée ou de location mur équipée sous le régime Dutreil, qui permet une exonération de 75% des droits de succession ou de donation. Et cette porte-là a été fermée dans le cadre de la loi de finances. Donc désormais, les entreprises qui exercent une activité de location meublée ou mur équipé sont exclues. Ça a été légalisé du dispositif du trail. Il n'y a plus de doute là-dessus. Donc c'est fini. Tant pis pour ceux qui Oui, l'ont pas fait, tant mieux pour ceux qui l'ont fait au mois de décembre, c'est ça? ouais, exactement. Il y aura une petite porte de quelques mois pour le faire. Ah, aujourd'hui, il reste encore une Non, porte de non, quelqu'un. il y a eu. Ah, il y a eu, Là, c'est d'accord. fini. La porte est fermée. La porte est fermée. Allez, petite question d'un curieux. Vous avez eu un afflux de demandes? C'était quelque chose qui avait été médiatisé? Et vous avez eu un afflux de demandes dans ce sens-là dans les 2 derniers mois de l'année? Non, nous, on a eu deux dossiers. De dossiers, d'accord. On a provoqué nous-mêmes en prévenant les clients. En prévenant les clés. Ok. Allez, avant de passer au sujet suivant, on va demander à David Calfon ou à Maël s'ils ont une question à vous poser ou une interrogation sur cette nouvelle loi de finances. Maël? Bon, Maël, il n'a pas dit. Bon, je vous remercie, bonjour. C'est bien, c'était précis, merci beaucoup. J'étais au Voilà. courant un peu. David, une question Merci. peut-être particulière sur un sujet? Pareil, non, non, moi je suis toujours sidéré sur la complexité de ces sujets et finalement je me dis que mes marchés financiers à moi sont peut-être pas aussi compliqués que ce que je pense. Alors, moi j'en ai une. J'ai un dernier point sur lequel je vais vous interroger. C'est un point sympathique, c'est un point plaisant, c'est un point du patrimoine. Il y a un nouveau don déductible qui a été mis en place. Je crois que ça a été beaucoup sous l'influence de Stéphane Bern, qui a beaucoup poussé pour avoir ça. C'est principalement pour les, enfin, c'est pas principalement, c'est exclusivement pour les édifices religieux qui existent dans des petites villes ou dans des villages de France et qui ont été construits avant une certaine date, je crois, avant 1800 ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Et c'est pour encourager à restaurer le patrimoine. Donc, on a eu quelques critiques en accusant un petit peu cette loi d'islamophobie parce qu'il n'y a pas de mosquées en France qui sont aussi anciennes que ça. Et donc, c'est essentiellement réservé à de vieilles églises ou de vieilles synagogues que des groupes, des associations, des mairies, parce que dans les villages, ils n'ont pas d'argent. Quand ils ont une église dont la réfection va coûter plusieurs millions, voire plusieurs millions d'euros, et qui reste 150 habitants ou 200 habitants dans le village, c'est impossible à financer. Donc, il y a eu un petit aménagement là-dessus dans la continuité des dons. Allez, je vous redonne la parole, Clément, si vous nous l'expliquez techniquement Oui, comment tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pour les communes de moins de 10 000 habitants. Voilà. Euh, donc, c'est un don qui s'ajoute au dispositif existant, qui permet de défiscaliser un don dans la limite de 1 000 € à hauteur de 75% lorsque le don est attribué à la Fondation du patrimoine et qu'il a vocation effectivement à rénover des édifices religieux. Voilà, donc c'est vraiment c'est un don qui n'est pas dans les mêmes plafonds que les autres dons. Les autres dons, vous savez qu'on ne peut pas aller au-delà de 20% des revenus en dons. Celui-là, Et ce qui est énorme, hein, soit dit en passant, j'ai vu ça dans aucun pays, hein. Ici au Portugal, je crois que c'est quelque chose comme 400 euros maximum qui peuvent être déduits des impôts, hein. Ça, c'est vraiment une spécificité française. Je trouve que d'abord ce 20% est énorme et en plus, on peut le donner à tellement d'œuvres différentes, variées sur tellement de sujets que c'est quelque chose de colossal. On a d'ailleurs un nouveau sujet qui vient d'arriver, c'est l'égalité homme-femme. Maintenant, les associations qui visent à promouvoir l'égalité homme-femme sont éligibles également à la réduction dons de 60%. Voilà. Ok, Autre petite innovation de la loi de finances. d'accord. Bon, et ben on a fait le tour. Ouais. Allez, super. Merci beaucoup Clément pour ce tour d'horizon, toujours juste, toujours clair, toujours précis. Et voilà, je parle sous le contrôle de David qui a dit que c'était David et Maël qui ont dit tous les deux que c'était précis et clair, alors que le sujet était complexe en lui-même. C'est maintenant le moment de l'édito et on va commencer l'année dans le noir. 2024, l'année du cauchemar. Un des plus gros reproches que l'on peut faire aux analystes et aux gérants de fonds est d'être toujours optimiste et de vouloir toujours encourager l'investisseur à aller vers la classe d'actifs gérés. Eh bien, ce reproche, vous ne le ferez pas.
nous allons éteindre la lumière et tout voir en noir, au moins pendant 15 minutes. Les marchés actions ont commencé l'année en baisse. Des doutes sur les résultats, sur la qualité du business à venir, des prévisions de baisse et des résultats peut-être moins en hausse que prévu. Pour ne rien arranger, les Houthis ont l'air déterminés à bloquer une partie du trafic maritime et les Iraniens les aident. Les Anglais et les Américains vont perdre patience, les coups vont pleuvoir, ou plutôt les missiles. Le Hezbollah libanais va rejoindre la danse et cela va vraiment swinguer. Je vous laisse imaginer la tête, ou plutôt le prix du pétrole. Ne vous inquiétez pas, comme toujours, les gentils vont gagner. Mais pas tout de suite et ça va perturber notre année. N'oubliez, tout cela est inflationniste, les taux pourraient ne pas baisser, en tout cas pas tout de suite, et des taux qui ne baissent pas, ce n'est pas bon pour les obligations. Et si vous nous avez écouté l'an passé, cette classe d'actifs a repris une belle place dans vos allocations. Pour finir et pour enfoncer le clou, je vous laisse imaginer la tête de la soi-disant entreprise immobilière que certains attendent. Bien sûr, l'année ne se passera pas comme cela, en tout cas pas entièrement, mais nous allons voir quelles craintes sont partagées par nos invités et lesquelles ne le sont pas. On va s'arrêter là, cela nous fait assez de problèmes à traiter et on va demander à nos invités de réagir. Et pour cette nouvelle année, c'est toujours David qui réagit en premier. Bonsoir David. C'est gentil, bonsoir Bernard. Écoutez, il y a un des sujets que je partage parfaitement avec vous, c'est, si vous voulez, en début d'année, j'aime bien regarder où est le consensus. Parce que le consensus, c'est l'avis du plus grand nombre, et cet avis du plus grand nombre, en fait, il a rarement raison. On se fait toujours surprendre. J'ai envie de dire qu'en début d'année, il n'y a qu'une seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et c'est qu'on va se faire surprendre et que ça ne va pas se passer comme anticipé. Or, qu'est-ce qui est anticipé aujourd'hui? C'est justement le phénomène de désinflation et de baisse des taux. Voilà. On a commencé l'année, plutôt on a terminé l'année 2023 comme cela. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a le risque le plus probable d'être déçu, d'être surpris, ça va être sur ce sujet-là. Et effectivement, là où je vous rejoins totalement, Bernard, c'est que pour moi, le sujet à regarder de près, c'est ce sujet de la mer Rouge et des perturbations des chaînes de distribution et d'approvisionnement et de l'impact que cela peut ou va avoir sur l'inflation, ce qui pourrait retarder le phénomène de baisse des taux des banquiers centraux et donc décevoir les investisseurs potentiellement. Encore une fois, ce n'est pas dramatique, mais ça veut dire qu'on va avoir des à-coups, on va avoir des moments où on va avoir des petits moments de panique en disant ah ben non, ils ne vont pas baisser les taux autant que prévu, donc hop, le marché fera un recul de entre 5 et 10%. Voilà, il n'y a rien de dramatique. Hein. Une baisse de 10%, c'est une respiration normal pour un marché action. On l'a eu en 2023. Hein, c'était, souvenez-vous, de septembre-octobre qui était particulièrement désagréable. C'était à peu près ça qu'on avait eu. Donc voilà, donc je pense qu'on aura ce genre de mouvement pendant l'année et sur cette thématique-là. Voilà. Et un peu ce que je disais dans mon édito, David, il garde quand même un biais positif parce qu'il nous parle de problèmes qui pourraient arriver pendant l'année et bien entendu une fin d'année tout à fait aussi heureuse que celle en 2023. C'est ça, David? C'est totalement déformé par 2023. Allez, Maël, donnez-nous un petit peu notre idée. Alors, première question. Bon, l'année 2023, il y a eu un très très fort rebond à partir de novembre, après cette panique qu'on a eue en octobre-novembre. Et, et, et donc, ça a fait monter vraiment les marchés actions et les marchés obligations aussi très très fort. Est-ce que vous avez vu parmi vos clients, parmi les épargnants chez vous, un phénomène suiveur avec très forte acquisition de fonds obligataires et de fonds actions, on va dire, allez, du 15 novembre au 15 décembre? Surtout aux fonds obligataires. On a fait beaucoup de fonds obligataires. On a fait beaucoup de structurés qui investissaient sur des portefeuilles d'actions ou des actions uniques euh, sur la fin de l'année. Mais c'est surtout le marché obligataire qui a été tiré vers le haut. Je suis Surtout le tout à marché fait. obligataire? Ouais. Voilà. Donc, Bah, il faut une baisse des taux pour que vos clients soient contents. exactement. Et puis c'est ce qu'on dit, ce qu'on disait l'année dernière et l'année d'avant. C'est vrai que l'immobilier a quand même tiré la collecte. Donc les fonds qui investissaient dans l'immobilier, surtout au Luxembourg, c'était un peu moins intéressant, dirons-nous, l'année dernière. Et du coup, ça s'est rabattu sur l'obligation. Donc, je trouve pas vraiment que les actions n'ont tant profité que ça. Je trouve plutôt que c'était le marché obligataire où vraiment on n'en avait plus du tout dans les portefeuilles. D'un coup, on en a eu vraiment beaucoup et surtout avec des fonds datés, on a vu un vrai retour des fonds datés. Alors, je vous le confirme, chez nous aussi. Hein. L'année 2023, dans nos cabinets, ça a été vraiment le retour de l'immobilier.
le retour de l'immobilier, excusez-moi, Les obligations. le retour des obligations, la fin du fonds euro et une très forte baisse de nos encours immobiliers. Alors, on va passer à Clément. Clément, comme vous n'êtes pas un financier, je vais plutôt vous prendre sur le côté géostratégique, politique. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans mon édito, je le gardais comme question. Je ne suis pas sûr que la bourse apprécie beaucoup une trop forte victoire de ce qu'on appelle l'extrême droite, donc du total des voix entre Zemmour et Bardella aux élections européennes. Ils sont attendus à peu près à cumulé autour de 35, mais si jamais il devait faire plus, ça pourrait être quelque chose que les marchés financiers n'apprécient pas trop. On a bien entendu toujours l'Ukraine, on a aussi le Moyen-Orient. Tout ça, vous, comment vous le voyez? Alors, peut-être n'allez pas trop, ne vous avancez pas trop sur les marchés financiers, mais comment vous le voyez pour la bonne marge des affaires? Et de toute façon, il y a une extrapolation de la bonne marge des affaires au marché financier. Alors, moi, ce que je veux plutôt vous dire, le retour de mes clients. C'est vrai que mes clients sont plutôt attentistes par rapport à l'extrême droite, pas tant sur les élections européennes, je pense, que sur 2027. J'ai eu assez peu de retours sur 2024 et je pense que tout le monde attend quand même une percée de l'extrême droite. Mais après, je pense que ce qui inquiète plutôt ma clientèle, donc de dirigeants d'entreprise, c'est plutôt l'extrême gauche. Je pense qu'il y a plus un mouvement de crainte par rapport à un programme d'extrême gauche avec une hausse massive de taxes qu'un programme d'extrême droite. Enfin, pour l'instant, dans les sondages, ils ne sont pas vraiment attendus, hein. L'extrême gauche? Oui, Oui, après 2027 est loin. 2027 est loin, on aura fait beaucoup d'émissions pour en reparler. Non, mais voilà, Entre-temps. mais j'ai assez peu de retours sur les élections européennes pour le coup. J'ai aucun client, je pense, qui m'a dit bah, si le RN fait un bon score, je pars de France. Je pense que tout le monde attend un bon score du RN. D'accord. Il y en a qui vous ont dit si le RN fait un bon score, je reviens en France? Non, non plus. Non plus? D'accord. Par, Ok, par contre, j'en ai eu pas mal qui m'ont dit si Marine Le Pen passe, j'en ai qui envisagent de partir de France, là, pour le coup. d'accord. Mais là aussi, en Mais en 2027. 2027. Mais en 2027, oui. Ok, on a le temps d'en reparler. Alors, on a Mathieu Descou de Novaxia qui nous a rejoint un petit peu plus tôt que prévu. Merci Mathieu. Bonjour. Je vais pas vous demander de vous présenterez tout à l'heure quand ça sera vraiment votre partie dédiée. Mais en revanche, si vous voulez réagir sur l'édito, quels sont les points que vous voyez en noir? D'abord, comment vous voyez l'année 2024? Plutôt dans votre partie, on va dire, concentrez-vous sur le marché immobilier. En général, on parlera de Novaxia après. Donc, ça tombe bien, je me garderai bien de parler géopolitique, même si elle nous impacte et qu'il faut regarder précisément tout ça. Donc, l'année 2024, Alors attention, il faudrait peut-être un peu vous rapprocher de la source. On vous entend mal et le son est un peu caverneux. le son est un peu caverneux. Donc, écoutez, on va essayer. Est-ce que vous m'entendez mieux si je me Ouais, là, rapproche? si vous vous approchez, c'est un peu mieux, hein. Je vais me rapprocher de mon ordinateur alors le plus possible. Et puis parler un petit peu plus fort, vous me dites si ce n'est pas audible. Donc, nous, on voit chez Novaxia le marché 2024 un petit peu comme un aboutissement de ce qui se passe sur 2023, hein. C'est une année qui n'est pas bonne pour l'immobilier, sur tous ces facteurs. On a un impact très fort, notamment chez nos concurrents, des valeurs, sur les valeurs liquidatives, des expertises, qui est dû en fait principalement un impact taux très fort. Donc, en effet, on voit peut-être une inflexion de cette inflation des taux l'année prochaine. Et puis, on appelle de nouveau, et on vous dira pourquoi plus tard chez Novaxia, en tout cas la réalisation de ce qu'on attend, c'est-à-dire la matérialisation du nouveau cycle par une baisse des valeurs très fortes, notamment sur l'immobilier tertiaire, qui est pour nous, chez Novaxia, compte tenu de notre mission, mais on y reviendra plus tard, de recyclage urbain, c'est-à-dire saisir des actifs décotés pour les transformer en autre chose.
on attend les opportunités qui aujourd'hui ne se présentent pas, c'est-à-dire que dans les expertises, la baisse des prix, elle est actée, mais aujourd'hui, sur le marché, la baisse n'est pas vraiment matérialisée. Il y a très peu de flux, très peu d'opportunités, et on pense que le premier semestre va être finalement la réalisation de ces opportunités, et on va pouvoir acheter de l'immobilier tertiaire des côtés, hein, ce qui pose un certain nombre de questions pour d'autres fonds, mais pour des fonds qui ont une spécificité comme la nôtre différenciante, on voit l'année 2024 comme une année pour recharger de la valeur future pour les années futures. Alors, si je vous écoute bien, si je vous ai bien compris, 2024, ce ne sera pas une bonne année, mais ce sera peut-être, comme disait Churchill, le début du commencement du changement. C'est ça, c'est ça. Pour nous, on voit, si on prend une autre métaphore, hein, c'est le fond de la piscine, on touche le fond pour remonter, et c'est à partir de 2024, à partir de 2024 enfin nous, en tout cas on l'espère, hein, il y a deux scénarios, il y a les scénarios court terme et il y a les scénarios plutôt à 5 ans de retournement de valeur. Nous, on mise plutôt sur un atterrissage bas premier semestre 2024 avec des vraies opportunités d'acquisition des côtés sur le marché, et puis une lente reconstitution, des valeurs, notamment accompagnée de cette baisse progressive des taux qu'on voit plutôt arriver en fin d'année. En tout cas, nos partenaires banquiers nous encouragent dans cette analyse. Donc, on estime premier semestre, opportunité à l'acquisition, et puis un retour progressif. Combien de temps il mettra, ça nous ne savons pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on imagine. Très bien, merci. Alors, David, je vais revenir vers vous. Le point central, c'est évidemment les taux, puisque si les taux baissent, le prix des obligations va monter et on va avoir automatiquement tous les fonds obligataires qui ramènent de la performance, hein, la performance qui est attendue. Et en même temps, si les taux baissent, c'est l'équivalent d'une injection de liquidité un petit peu dans les marchés financiers. Donc, ça va être positif pour les marchés actions, donc où ça va les encourager à monter, où ça va freiner la baisse si les résultats ne sont pas bons. Et surtout, ça va donner du baume au cœur aux opérateurs qui, après une première baisse, vont attendre une deuxième baisse. Donc là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Donc méfions-nous du consensus, mais on est à peu près tous d'accord là-dessus. En revanche, le sujet qui m'intéresse, c'est votre fonds. Votre fonds Sanso Objectif Durable 2024. Celui-ci, il doit terminer en 2024. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si les taux baissent très vite maintenant, bah, automatiquement, les obligations vont monter. Donc, vous devez faire votre switch. Vous allez peut-être un petit peu rater le coche. Si les taux ne baissent pas, ou si même on a une rumeur ou deux comme quoi ils pourraient remonter parce qu'on a un regain d'inflation, là, ça sera complètement différent. Et ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous naviguez dans ces eaux qui sont extrêmement troubles alors que vous devez prendre une décision dans les 2, 3, 4 mois à venir. Donc, c'est vraiment sur ce sujet que j'aimerais vous entendre. Tout à fait. Alors, il y a une bonne nouvelle sur Objectif Durable 2024, c'est que, comme son nom l'indique, les obligations sont à maturité fin d'année, c'est-à-dire que maintenant, la maturité du portefeuille, elle est inférieure à 1 an. Et ce qui veut dire que globalement, les mouvements de taux d'intérêt vont avoir assez peu d'impact sur le portefeuille. C'est-à-dire que ce qui va compter beaucoup plus sur le portefeuille, finalement, c'est sur la qualité des signatures. Donc, on va être plus sensible aux dégradations des spreads de crédit, c'est-à-dire des craintes liées à la qualité des émetteurs, qu'aux variations des taux d'intérêt. Les variations de taux d'intérêt, maintenant, on est sur du moins de 1 an. Globalement, il n'y a plus beaucoup d'impact. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore du portage en portefeuille, puisque vous avez déjà ce socle de taux monétaire qui est à 3,90, et puis vous avez une prime, puisqu'on investit sur des émetteurs
qui payent un petit peu plus. Et donc, on se retrouve effectivement avec des taux maintenant qui sont à peu près, taux du portefeuille qui va être à peu près autour de 4,5%. 4,5%. Donc, globalement, j'ai envie de dire que c'est un portefeuille sur lequel on est en attente, effectivement. Donc, une attente qui est rémunérée avec ces 4,70% de taux de rendement. Et finalement, pour nous, ce qui va compter, ça va être de trouver le moment où on a des taux d'intérêt qui sont suffisamment intéressants pour justifier une modification de l'échéance du prospectus. Voilà. Mais de l'échéance du fonds. Mais pour le moment, et si on reste sur ces niveaux-là de taux d'intérêt, ben, on va se laisser porter jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va essayer de prendre une décision parce que je sais que nos investisseurs ont besoin de visibilité et donc on va essayer de prendre une décision d'ici la fin mars, mais c'est une décision voilà, qui sera mise en place tranquillement. Et pour le moment, encore une fois, on est sur du quasi monétaire plus, on est sur du linéaire quasiment, donc il n'y a plus beaucoup de possibilités de variations significatives. En revanche, il y a du portage, il y a du coupon, il y a du rendement. Donc, c'est une position pour le moment d'attente. D'accord. OK. Eh bien, merci pour cette précision. Et je vous laisse enchaîner avec votre point marché. Donc, premier point marché Allez. de l'année. Là, cette fois-ci, vous avez une semaine de baisse. On a un premier jour de la deuxième semaine où ça baisse aussi. Donc, allez-y, dans la joie et la bonne humeur. Expliquez-nous pourquoi ça va rebondir. Ou pas. Non, effectivement, c'est une nouvelle année qui démarre. Et effectivement, une fois n'est pas coutume, l'année ne démarre pas dans un optimisme débordant. Alors, il faut dire qu'en termes d'optimisme, on a quand même un peu mangé notre pain blanc en fin d'année 2023. Hein. Ça a été tout simplement, on peut ranger ça dans les fins d'année spectaculaires. Je vais vous donner quelques statistiques. Le mois de novembre qu'on a eu en 2023, c'est le deuxième meilleur mois de novembre de ces 30 dernières années. Comme si cela ne suffisait pas, le mois de décembre qu'on a eu, c'est le cinquième meilleur mois de décembre de ces 30 dernières années. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, vous mettez les deux bout à bout, ça fait 9 semaines de hausse consécutive, ce qui est aussi un chiffre qui est généralement assez spectaculaire. Alors, on se souvient très bien de pourquoi on a eu cette hausse des marchés en fin d'année. Hein. Vous n'oubliez pas, c'est Jérôme Powell, hein, le gouverneur de la Fed, qui avait revêti les habits du Père Noël. Et les investisseurs se sont bien entendu empressés d'intégrer le scénario de conte de fées idéal, avec une économie qui ralentit mais pas trop, une inflation qui rentre gentiment dans son tube de dentifrice, et voilà, quoi, un scénario un peu idéal. Alors, il semblerait qu'en ce début d'année, bah, c'est comme les retours de fête, hein, la magie de Noël s'est un peu dissipée. Et c'est vrai que si on regarde tous les indicateurs économiques publiés depuis la mi-décembre, alors, il n'y a pas de faute. Hein. Ces indicateurs, depuis la mi-décembre, ils valident le scénario d'un atterrissage de l'économie en douceur. Mais je voudrais juste, autour de cette table et sur cette fréquence, qu'on n'oublie pas que dans l'expression atterrissage en douceur, bah, il y a le mot atterrissage. Hein. Donc, et globalement, c'est au niveau géopolitique, comme je vous le disais tout à l'heure, que le bas blesse. C'est ma plus grosse inquiétude en ce début d'année. Ce qui se passe en mer Rouge perturbe nettement le commerce international. Je vais vous donner quelques exemples. Maersk, l'entreprise danoise de transport, elle va déjà détourner sa flotte de la mer Rouge. Un autre transporteur, CMA-CGM, ils ont déjà doublé le prix d'un conteneur entre l'Asie et la Méditerranée. Les indices, les enquêtes des directeurs d'achat au niveau global, donc ceux qui sont réalisés par S&P Global et qui ont été publiés la semaine dernière, ont confirmé une hausse des tensions sur les chaînes d'approvisionnement dans le monde. Et c'est un phénomène qui est inflationniste et qui pourrait à lui seul remettre en cause les hypothèses de baisse des taux anticipées par le marché. Alors, je l'ai déjà dit sur cette antenne et je le répète, ces hypothèses de baisse des taux qui sont aux États-Unis, on parle de 6 baisses des taux en 2024. 6. D'après les analyses qu'on a réalisées chez Samsung Investment Solutions, tout ça, ce sont des anticipations qui sont beaucoup trop agressives. Et cela pourrait générer
des risques de déception et donc de la volatilité sur les marchés. Alors, à ce risque géopolitique qui se traduirait directement sur le niveau des taux d'intérêt, je rajoute un deuxième risque, le risque électoral. En 2024, c'est 40% du PIB mondial qui va se présenter aux urnes. 40%. Le résultat de certaines de ces élections sont plus aléatoires que d'autres, mais j'en en mentionnerai que deux. La première, c'est celle de Taïwan, c'est la plus proche, elle a lieu ce samedi. L'enjeu principal, bien entendu, c'est la Chine, qui cherche toujours à influencer le résultat de ces élections et qui met toujours autant de pression militaire sur ce territoire. La deuxième, un peu plus lointaine, c'est celle des États-Unis. Alors, c'est un peu plus lointain parce que les États-Unis, c'est les élections, c'est en novembre, mais, dès le 15 janvier, on va avoir de la discussion autour des primaires. Et bien entendu, dans les primaires, on choisit les candidats. Et bien entendu, tout le sujet, c'est de savoir si Trump va sortir grand favori de ces primaires ou pas. Il va sans dire que l'issue de ces élections américaines aura un fort impact, notamment sur le soutien à l'Ukraine. Alors, tout ça, c'est la géopolitique. Vous savez que dans les marchés, c'est une matière avec laquelle on a quand même beaucoup de mal parce que c'est du risque, mais on ne sait jamais, c'est très difficile de le quantifier. Donc, je vais juste me rabattre sur quelque chose sur lequel on a un peu plus de chiffres et de matière. Ce sont les bénéfices des entreprises. Alors, en Europe, ces bénéfices, ces attentes de bénéfices, parce que ce qui compte, bien entendu, c'est ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on a eu l'année dernière. Donc, les attentes, la barre, elle a été rabaissée de manière assez significative en Europe. Le consensus prévoit désormais une croissance de 6% du bénéfice par action cette année. Et aux États-Unis, on attend plus de 10% de croissance du bénéfice par rapport à l'année 2023. Toutefois, comme la croissance économique européenne, on ne peut pas dire qu'elle parvienne vraiment à se redresser de manière significative, on a un risque que ces résultats soient inférieurs aux attentes, même si ces attentes en Europe sont faibles. Et c'est pour cela que le grand test sur ce sujet-là, ça va être la saison des résultats qui, elle aussi, va débuter dans les semaines à venir. Donc, vous l'aurez compris, l'année 2024 va être longue. Ce sera tout sauf un long fleuve tranquille. Pour le moment, et au vu des incertitudes que j'ai énoncées, nous sommes dans un de ces moments où il est urgent d'attendre. Il y aura des replis plus ou moins marqués, et c'est surtout lors de ces mouvements de marché qu'il faudra avoir suffisamment de courage pour augmenter ses positions sur les marchés actions. Que faire en attendant? Du portage. Donc, nous avons la chance d'avoir retrouvé des taux d'intérêt qui nous permettent d'attendre. Alors, de l'obligataire, oui, mais de l'obligataire court terme, afin de ne pas souffrir en cas de tension sur les taux d'intérêt. Donc, voilà la manière dont je commence l'année. Vous voyez, il n'y a pas d'excès d'optimisme, mais bien entendu, toujours à l'affût d'un repli de marché qu'on pourra mettre à profit pour donner un call un peu plus significatif pour revenir et augmenter sur les marchés actions. Eh bien, Maintenant, merci. voilà. C'était bien dense, c'était bien dense. J'espère que nos auditeurs ont été bien concentrés pour bien suivre. De toute façon, il y a les podcasts qui seront disponibles dans quelques jours, mais il y avait beaucoup de densité là-dedans et beaucoup de choses à dire. Alors, je vais commencer à réagir sur un plan financier et ensuite je passerai la parole à Mathieu, plutôt sur le plan de l'augmentation du prix du transport qui va automatiquement générer une augmentation du prix des produits à la construction et de la même probablement générer une hausse des prix, une hausse du prix de la construction, ce qui est assez important en immobilier. Alors, début 2023, on s'est tous fait surprendre par une hausse que personne n'attendait, à tel point que les journalistes l'ont appelée the hated, la hausse détestée. Parce que les professionnels ne l'avaient pas pris. Donc ceux qui étaient présents sur le marché l'ont pris, quelques particuliers ont pu la prendre en achetant, mais globalement, on voyait bien que les mouvements, les professionnels n'avaient pas. Est-ce que là, on va avoir une forme de baisse détestée? Personne ne s'attendait à une espèce de gueule de bois comme ça, première semaine de l'année. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que le CAC a dû perdre 200 points entre le 31-12-2023 et aujourd'hui. Donc, on doit à peu près être un vrai 3% bien pesé de baisse. On ne voit pas de levier pour repartir à la hausse dans les jours à venir, puisque, comme vous l'avez dit, David, maintenant, personne n'a envie d'acheter.
On attend tous, on attend les premiers résultats, on attend les premières indications. Les Anglais ont annoncé qu'ils étaient à deux doigts de bombarder le Yémen. Donc là aussi, on attend. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Est-ce que c'était juste un coup de bluff? Je rappelle quand même pour nos auditeurs qu'aujourd'hui encore, la marine marchande anglaise est la première marine au monde. Donc, c'est un vrai sujet pour eux. La libre circulation dans les mers est un vrai sujet pour l'Angleterre. Et on a vu par le passé que l'Angleterre est un pays capable d'aller bombarder, capable de le faire, qu'il a une opinion publique qui accepte ça, et que les relations avec les États-Unis font que de toute façon, ça sera une opération commune, même si c'est les seuls à tirer. Donc tout ça, c'est stressant, tout ça, c'est angoissant. La bourse et les investisseurs n'aiment pas le stress et n'aiment pas l'angoisse. Et notre deuxième ennemi, c'est notre meilleur ami. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé que rester sur des fonds obligataires, ne rien faire, cela couler douce, ça va être entre 4 et 8% suivant le type de fonds et l'agressivité des fonds. Et c'est là-dessus où il faut se méfier, parce que quand on dit que le consensus a toujours tort, c'est là-dessus que le mal pourrait vraiment venir, parce qu'on attend tous ça. C'est-à-dire, voilà, David qui nous disait avec son fonds, on est tranquille, il est urgent d'attendre et on a 4,5 d'embarquer jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a le temps. Tous les asset managers qui ont des fonds obligataires vous disent la même chose, même pour ceux qui ont les fonds les plus risqués avec, donc, on va dire, du high yield émergent, eux aussi vous disent qu'ils sont extrêmement confiants et qu'ils attendent entre 8 et 12 de rentabilité sur l'année. Et cette fois-ci, non pas du fait d'une stratégie sur la durée, mais tout simplement du fait du portage. Et donc, pour moi, c'est ça qu'il va falloir surveiller. C'est là que le danger va venir, parce que globalement, les positions actions n'ont pas beaucoup augmenté durant l'année 2023. Elles ont gonflé de la hausse des marchés, donc ça peut faire beaucoup, parce que quand vous avez des fonds qui prennent 20% de hausse, ou si vous étiez sur des marchés technologiques, on peut être à 30 ou 40% de hausse, ça change la nature de votre portefeuille, mais pas par un apport de new cash, par une valorisation des fonds déjà détenus. Donc, le point, c'est vraiment l'obligataire. Bon, lui, comme on l'a dit tout à l'heure, lui-même, c'est les taux qui vont le faire réagir et aussi les défaillances. Hein. N'oublions jamais qu'il y a une notion de crédit dans l'obligataire. Donc, s'il y a des défaillances, on perd aussi de la rentabilité. Donc, c'est vraiment le focus de cette année. Le message que j'ai envie de donner aux auditeurs. Suivez ces taux et suivez surtout non pas la réalité des taux, mais l'évolution telle qu'elle est vue ou pressentie par les acteurs de marché. C'est là qu'est la solution. Et alors, je vais tout de suite anticiper une question où on aurait dû en parler beaucoup plus tard. Que faire si jamais les taux ne baissent pas, ou même si on a un quart de point de hausse parce qu'on aurait une mauvaise surprise en obligation? Donc là, je vais vous donner mon point de vue aujourd'hui et c'est à l'émission prochaine qu'on fera réagir les intervenants là-dessus. Il faudra garder, il faudra subir la perte et garder vos obligations, puisque de toute façon, la baisse viendra, même si elle est décalée. Et là maintenant, je vais passer la parole à Mathieu. Euh, Est-ce que ces problématiques en mer Rouge, avec ce renchérissement du coût du transport, qui va de toute manière donner un renchérissement du coût de la construction, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou est-ce que c'est juste à la marge et même si ça bouge, ça ne changera pas l'image en elle-même? La hausse des coûts Rapprochez-vous de l'ordinateur, s'il vous plaît, pour qu'on ait un bon son. excusez-moi, mais produit une conséquence. Désolé. Oui, ça aura un impact, ça n'en a pas. Ça n'en a pas et je pense que ça en aura à la marge pour la raison suivante. Dans tous les PP des développeurs, hein, c'est-à-dire ceux qui agissent sur les biens, ceux qui anticipent des biens de construction, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vu une augmentation des coûts de la matière première. Il faut comprendre que sur un chantier de construction, le coût de la matière première, ça ne représente en soi que 40% du prix de revient, hein, d'une opération. Vous rajoutez ce qui coûte cher, c'est l'énergie, la main-d'œuvre. L'énergie, on peut en parler, qui a marqué le est assez cher. Donc, quand vous avez une augmentation de 15%
30%, c'est à peu près ce qu'on a vécu, c'est 15% de 30% qui représente le prix de revient d'une opération. Hein. Donc, donc c'est significatif, mais on va dire que c'est à la marge. Et dans tous les BP, on avait anticipé une continuation de cette hausse, c'est-à-dire depuis le début de la guerre en Ukraine, chaque opération avait été regardée avec une hausse de 15% et puis une hausse des aléas, qui généralement, les aléas sont autour de 5%. On avait doublé ce prix-là. Et on se rend compte ces temps-ci que l'immobilier est plutôt calme. Hein. C'est un secteur sinistré, l'immobilier de la construction. Les premiers effets chez les constructeurs en termes de carnet de commandes commencent à se faire ressentir. Donc, vous avez une baisse de la marge des entreprises pour capter les marchés et continuer dans le peu de chantiers encore ouverts ou qui vont s'ouvrir. Donc, on a plutôt une stabilisation, voire on avait plutôt une stabilisation, voire une baisse des coûts. Donc, ça nous inquiète, oui. Après, il faut voir d'où viennent les matières premières. Les matières premières, elles viennent plutôt, le béton, c'est plutôt local, le sable, etc. L'acier, c'est plutôt des pays de l'Est. Donc, on est moins impacté, mais on le surveille. Et quoi qu'il arrive, si ça devait avoir un impact, il est déjà capté par une anticipation, on va dire, d'une continuation de ces problématiques d'approvisionnement dues à la guerre d'Ukraine qui finalement se font moins ressentir dans nos métiers. Donc, c'est absorbé. Très bien. Merci. Allez, on va clôturer cette partie avec Maël. Donc, déjà l'année 2023, Maël, donc on va un petit peu sortir. L'année 2023, ça a été une année de baisse de la collecte au niveau de l'assurance vie luxembourgeoise ou ça a été stable? Et ensuite, Wellins, comment vous avez réussi à naviguer à l'intérieur du marché? Alors, l'année 2023, elle a été compliquée hein, pour les acteurs assurantiels en général français. Ils ont quand même mangé leur pain noir là pour le coup. Ça a été quand même assez difficile, notamment à cause du fonds euro. Il y a eu énormément de décollectes. Pour se focaliser plus sur le Luxembourg, en moyenne, au troisième trimestre, on était à une baisse de collecte de 25% en moyenne. Un peu comme en Et France d'ailleurs. ouais, c'est à peu près pareil. Hein, c'est à peu près pareil. Bah, souvent, c'est à cause des acteurs à fonds euros. Enfin, il y a quelques acteurs qui sont un peu moins en forme financière, mais c'est essentiellement dû au fonds euro. Et bah, nous, on aura les chiffres définitifs ce soir ou demain matin. Mais voilà, ça se joue à quelques millions près. Donc nous, on est contents parce qu'on a fait mieux que l'année dernière au final. Donc, D'accord. Donc pour vous, je crois qu'on est... c'est une hausse. Ouais, alors on fait mieux à quelques millions d'euros, hein, c'est pas extraordinaire. Mais en attendant, c'est quand même une belle D'accord. Et performance parce que, sur un marché qui baisse de 20 ou voilà, 25%, faire une hausse ne serait-ce que de 1%, c'est déjà une belle victoire. exactement, c'est une belle performance de maintenir déjà la collecte en période d'année difficile. Hein. Donc, non, non, c'est un satisfait complet, hein, puisque D'accord. c'est assez global. Sur tous les marchés, on a bien performé. Donc, et cette année, comment vous la voyez? Donc, au niveau de la collecte, une collecte qui va rester compliquée ou plutôt une collecte qui va revenir portée par les fonds obligataires qui semblent être bien partis quand même pour rafler la mise cette année? Ben, je vais vous dire, moi, je suis d'un naturel optimiste. Donc, moi, je pars du principe que l'immobilier, ça va recommencer à redécoller deuxième moitié de l'année. Ça va pas être extraordinaire comme ce qu'on a pu connaître les dernières années, mais je pense que deuxième moitié de l'année, on va commencer déjà à avoir un retour. Les marchés actions, je pense que là, on corrige, mais qu'on va être un petit peu mieux à partir du deuxième, voire du troisième trimestre. Fin du deuxième trimestre, moi, j'escompte. Et puis le marché obligataire, il va rester encore, ça va être moins intéressant que ce qu'on a connu ces derniers mois, et ça va rester quand même très intéressant. Donc moi, je reste quand même assez optimiste. Et si vous me permettez, moi, je trouve ça passionnant, la géopolitique. Et là, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se jouer. C'est que les Anglais vont s'allier avec les Américains pour attaquer le Yémen. Qui est l'ennemi historique du Yémen? Bah, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Le pétrole, on va avoir une montée, une flambée du pétrole qui va nous pénaliser ces premiers mois de 2024, vraisemblablement. Et je pense qu'ils vont tous s'unir pour mettre fin enfin, à l'intervention des outils. Mais je pense que ça va avoir un impact un peu plus large, hein, puisque au niveau Moyen-Orient et Proche-Orient, ça va avoir un impact un peu plus large. Donc les cartes, elles vont être quand même pas mal redistribuées. Je pense également que les élections américaines, ça va avoir un impact énorme. Donc moi, ce que je vous dis, c'est partant du principe qu'on va rester sur quelque chose d'assez classique. On n'est pas à l'abri d'avoir des changements assez surprenants et assez importants qui pourraient complètement bouleverser tout ce qu'on vient de dire en final. Hein. L'édito de David était très intéressant. Mais si demain c'est Donald Trump qui est président,
s'il y a une guerre beaucoup plus régionalisée au Proche-Orient, ça aura un impact considérable. Et toutes nos prévisions, à mon avis, il faudra les revoir. Donald Trump ne fait pas la guerre, il fait des affaires. Ouais, C'est ce bah, c'est ce qu'on peut retenir de sa première mandature. il Ok, fait la bah, guerre pour faire des écoutez, affaires. Ouais. hmm, Il fait la guerre pour faire des affaires. Il y d'accord. a toujours un objectif business. Et alors, juste un petit sujet technique, et après on passera à Novaxia. Et le rebond de l'immobilier, c'est pas spécialement bénéfique pour l'assurance vie luxembourgeoise, il y a toujours une difficulté d'intégrer des fonds immobiliers dans l'assurance vie luxembourgeoise pour des questions de législation. Ah non, 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 on en fait beaucoup, hein. L'immobilier, c'était une grosse partie de notre collecte jusqu'à juin 2023. On faisait vraiment énormément d'opérations. Alors, c'est vrai que les fonds un peu plus sophistiqués, donc de promotion immobilière, ils se font beaucoup, enfin, ils se font quasiment tous d'ailleurs au Luxembourg, hein. Il y en a eu quelques-uns sur le modèle français, mais ils sont tous inspirés du modèle luxembourgeois. Et ça, nous, on en a intégré énormément dans des contrats, des obligations privées également pour financer des programmes de promotion immobilière. On en a fait vraiment énormément. Et donc, Donc, c'est bah, plutôt sur les modèles SCI, SCPI où c'est compliqué chez vous, c'est ça? alors, on ne fait pas de SC et SCPI au Luxembourg, tout à fait, mais c'est vrai que. Alors, de toute façon, c'est pas notre clientèle, pour être tout à fait honnête. Je considère que c'est un peu plus, sans que ça soit péjoratif, un peu plus retail, les SCPI. Nous, on fait des modèles plutôt des RAIF ou des CIF luxembourgeois, où c'est un peu plus sophistiqué, alors c'est moins chargé. Par contre, c'est plus difficile d'accès en termes de montants. Les montants escomptés ou attendus sont plus importants. Et sur ce type de produit-là, pour le coup, il y a énormément d'intérêt à les mettre dans les contrats luxembourgeois, et on en a fait énormément. Très bien. Ok, et ben c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette partie. C'est maintenant à Mathieu Descou de Novaxia, donc membre du directoire, qui va se concentrer sur sa société, son produit phare, ses produits, sa vision de l'avenir et ses anticipations. Mathieu, on vous écoute, c'est à vous. C'est Bernard. Donc, merci de me donner la parole. Donc, en effet, je suis Mathieu Descamps. Je suis Alors Mathieu, membre du toujours, je vous le redis encore une nouvelle fois, rapprochez-vous toujours. de l'ordinateur, autrement on a vraiment un petit problème de son. On a des vrais problèmes de son. Il faut régler ça. C'est une résolution de cette nouvelle année. Ouais, ou Euh, d'acheter un bon casque, voilà. D'acheter un bon casque, tout à fait, tout à fait. Ça ira très bien. Donc, Novaxia Investissement, première société à mission de l'épargne immobilière, donc très important, une société engagée, voilà, qui aujourd'hui gère quatre fonds qui sont tous ISR, tous article 9 au sens SFDR, et qui ont tous un ADN commun qui est le recyclage urbain. Pourquoi j'insiste là-dessus? Qu'est-ce que le recyclage urbain? Le recyclage urbain, c'est une gestion active de l'immobilier. C'est pas acheter pour détenir sans opérer, c'est acheter pour travailler la ville sur elle-même et acheter des côtés de l'obsolète pour faire autre chose. Donc, c'est important dans le marché actuel parce que Alors, aujourd'hui, je vais juste vous interrompre. oui, Quand oui, vous dites Bernard. c'est acheter de l'immobilier obsolète pour en faire autre chose, c'est partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, principalement en France. Alors, Comment zone est-ce que vous vous euro, localisez? c'est zone euro exclusivement, donc on a plusieurs types de véhicules. On a une SCPI qui s'appelle Novaxia Neo, qui est aujourd'hui 50% en Europe, zone euro et 50% en France. Et quand on dit en France, on parle des agglomérations de plus de 200 000 habitants. Donc, on est en zone dense, que le recyclage urbain a une spécificité, c'est qu'il ne fonctionne que dans les zones tendues, c'est-à-dire là où il y a un besoin, là où il y a des besoins et où la transformation est possible. Parce que même quand on regarde une SCPI chez Novaxia, on essaye de protéger notre investissement. Une SCPI, ça sert du rendement, hein. Novaxia Neo sert 6% de rendement, mais elle va acheter des biens en zone dense qui ont une rentabilité forte. Pourquoi elles ont une rentabilité forte? Parce qu'on ne va pas chercher les biens qui sont les plus neufs, les plus labellisés. On a une démarche best in progress, c'est-à-dire qu'on achète ce qui ne passera pas le décret tertiaire, ce qui n'est pas aux nouvelles normes, avec des taux un petit peu plus courts. Et puis, on va se dire qu'on va travailler ces actifs pour les améliorer. Si jamais le locataire partait, ben on a le recyclage urbain comme solution. Et qu'est-ce qu'est le recyclage urbain? C'est de pouvoir déposer un permis de construire, transformer l'actif en autre chose et protéger la valeur
de l'actif, qui n'est pas juste, et on le voit dans beaucoup de fonds, qui n'est pas donc juste sujet aux variations du marché, c'est-à-dire qu'on peut opérer ces actifs, et c'est ça qui est important dans tous nos fonds, c'est pouvoir opérer ces actifs, avoir des stratégies souples et agiles différenciantes qui ne soient pas moutonniers d'un marché et finalement qui peuvent nous permettre de dire. Donc, Alors, attendez, j'ai encore posé une question. Donc, ça, j'ai bien compris la manière dont vous actez, la manière dont vous opérez. Maintenant, à la fin, le but, c'est de revendre l'ensemble immobilier que vous avez reconstruit, soit de le revendre en partie, individuellement, appartement par appartement par lot, ou de le revendre en bloc à quelqu'un. Et c'est comme ça que l'opération est complète. Vous avez sourcé quelque chose, créer de la valeur avec du temps, puisque quand vous me dites qu'il faut que des fois vous avez un locataire en place, ça peut mettre 7, 8, 9 ans avant qu'il s'en aille, restructuré et vendu. Donc, vous êtes vous aussi complètement lié à la valeur de marché, c'est-à-dire que dans un marché qui baisse, quelque chose que vous avez acheté il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, automatiquement, le prix, c'est plus le même que c'était fin 2022 ou courant 2023. Dans le même marché que tout le monde. Qu'est-ce qui fait que notre stratégie permet d'être différenciante? Prenons notre fonds phare qui est Novaxia, pour lequel vous avez fait le plaisir de nous faire confiance. Novaxia, c'est quoi? C'est un fonds qui est lancé en 2021, donc il n'y a pas 10 ans. Et l'idée, en effet, c'est d'acheter un immobilier, mais qui est déjà un immobilier des côtés. Donc, vous êtes déjà, si vous comparez par rapport au prime, hein, par rapport à la valeur du marché dans une zone, vous achetez déjà avec une décote de 15 à 20%. Et vous allez le transformer en autre chose. Donc, vous allez le transformer, vous n'allez pas le garder en immobilier tertiaire. Notre sujet, ce n'est pas, comme font certains fonds, de faire des travaux et puis d'espérer de le relouer en tertiaire. Notre sujet, c'est de faire une analyse urbaine et de dire quels sont les besoins. Novaxiaire, on va que dans des zones où le besoin de logement est important. Vous allez me dire, le marché du logement souffre. Oui, le marché du logement souffre, mais le marché du logement du particulier. C'est-à-dire que quand vous regardez le besoin de logement, hein, si on parle de l'offre et la demande, vous avez un marché de bureau qui est suroffreur. C'est-à-dire que depuis 2020, les nouveaux modes de travail, le télétravail, le flex office, a modifié les habitudes de travail des Français. Vous avez une polarisation, c'est-à-dire que vous avez les quartiers centraux des affaires, on le voit, qui marchent bien, où même les loyers augmentent, et puis vous avez le périurbain, qui sont des zones de logement, où les immeubles sont en général des immeubles des années 80, voire avant, des immeubles obsolètes qui ne sont plus dans leur marché. Et là, leur valeur continue à baisser. Pourquoi leur valeur baisse? Parce que c'était souvent du back-office, hein, ce qu'on appelle des bureaux secondaires, hein, ce n'était pas le siège des entreprises. Et ces entreprises-là, elles veulent aujourd'hui des bureaux qui attirent les collaborateurs et des bureaux qui soient des démonstrateurs quelque part de leur état d'esprit, de leur puissance, des, des lieux qualitatifs où il y a moins de mètres carrés, puisque les gens font 2 jours de télétravail. 2 jours de télétravail, c'est 20%, hein, d'occupation des bureaux en moins. Et c'est à ces bureaux-là qui sont vieillissants, qui sont dans des marchés où, comme il n'y a pas de demande, les loyers vont encore baisser pour trouver le preneur, voire ne vont jamais en trouver. Donc, ces bureaux-là n'ont plus de valeur. Donc, ces bureaux-là, ce tertiaire-là, parce qu'il en va de même avec l'activité, la petite activité de centre-ville qui n'a plus de sens, les rares emprises industrielles qui seraient là, ou les centres commerciaux, hein, on achète aussi des centres commerciaux TLC, on va acheter tout ce qui n'a plus de valeur pour le transformer en autre chose, et pour le transformer sur Novaxfer en logement. Le logement souffre, mais par contre, le logement, si vous analysez, vous êtes sur un marché où il y a une crise très importante de l'offre. Il n'y a pas assez d'offres de logement. Les gens ne peuvent pas acheter, puisque les taux ont augmenté, ou en tout cas ne peuvent pas arriver. Paralysie, les gens attendent. En effet, quand vous empruntiez à 1% et que maintenant vous êtes à 5% avec l'assurance, oui, ce n'est pas le bon moment. Et là encore, vous avez perdu entre 15 et 30% de surface que vous
obligés à acheter. Mais pour autant, le besoin de se loger, il est impérieux. Donc les gens qui ne peuvent pas acheter, les accédants, se reportent sur le marché de la location. Marché de la location où avant vous étiez très tendu depuis toujours sur les étudiants et les petites surfaces, où aujourd'hui, même pour un logement familial, vous avez en Ile-de-France, en zone tendue, pour un appartement familial de 4 pièces à la location, vous avez jusqu'à 10 demandes, ce qui fait que, si vous voulez, les apparts ont la demande sur un appartement a plus que doublé. Vous rajoutez à ça le phénomène des Airbnb qui fait que certains logements ont été retirés. L'effet Jeux Olympiques qui là est conjoncturel fait qu'il y a encore plus de logements qui ont été retirés parce que les gens se disent qu'en 2 mois, ils vont gagner sans les embêtements d'avoir un locataire l'équivalent d'une année. Et puis, vous avez les passoires thermiques qui font que les propriétaires ne veulent pas mettre leur bien en location, certains, parce qu'ils se disent qu'ils vont devoir dépenser de l'argent pour adapter leur logement aux performances énergétiques. Donc, l'État qui a la fin du logement du dispositif Pinel, mais l'État pour autant aide d'une façon plus indirecte le logement, avec le prêt à taux zéro va être préservé pour les primo-accédants, et puis à doter des organismes para-étatiques, Action Logement et la Caisse des dépôts de consignation, pour répondre aux besoins en zone dense, de quelques milliards d'euros pour investir dans les logements. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur les opérations en cours, hein, c'est que on a acheté avec une décote suffisante pour sortir les opérations. Je parle des opérations qu'on a achetées dans une période chère, hein, c'est-à-dire au début du fonds, 2021, 2022. Aujourd'hui, on se rend compte que ces opérations-là produisent, celles qui sortent aujourd'hui, produisent une performance positive pour le fonds parce que les acquisitions en bloc se font, ce système la marche. Et comme le disait votre intervenant précédent, nous, on mise sur un atterrissage des taux et sur une reprise de au deuxième semestre, ce qui fait qu'il va y avoir un phénomène, ce qui est bon pour le fonds et ce qui est bon à long terme, c'est-à-dire que tout ce que nous achetons maintenant produira de la performance future encore plus intéressante parce que la décote aujourd'hui. Alors, je vais venir sur deux sujets. D'abord, il y a un sujet sur lequel j'aimerais votre point de vue, c'est la défense. Donc, la défense, quartier des affaires à Paris. Donc, ce qu'on lit beaucoup, c'est que le quartier va devoir muter, qu'il est déjà en train de muter, qu'il y a beaucoup de places qui est libérée par les entreprises, qu'il y a des centres de loisirs qui viennent ou des opérateurs dans le loisir qui commencent à s'installer, beaucoup d'écoles aussi, d'enseignement, et qu'on pourrait assister à une mutation globale du quartier dans les 10-15 années à venir. Donc là, si j'ai bien compris, Novaxia, c'est parfaitement l'acteur pour ça, donc restructurer, rénover. Est-ce que vous y êtes présent? D'abord, est-ce que vous partagez le point de vue que je vous délivre? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous cherchez du foncier dans la défense ou dans le grand périmètre de la défense? Et comment vous voyez cette mutation, si tant est que vous voyez comme moi une mutation? On voit une mutation, elle est évidente, elle est déjà en cours, mais elle va se faire en plusieurs étapes. L'étape 1 est déjà en route, c'est-à-dire que la défense, c'est des grands ensembles, des immeubles de bureaux qui sont aujourd'hui, on va le dire, complètement liquides. C'est-à-dire qu'une tour à la défense, aujourd'hui, ne trouve pas de preneur, je caricature, mais à n'importe quel prix. Donc, les opérateurs n'ont pas d'autre choix que de casser le montant des loyers jusqu'à le diviser par deux, hein, c'est à peu près ce qui se passe. Et donc la défense, paradoxalement, redevient par touche attractive pour qui? Attractive pour ceux qui sont dans la zone péridéfense. Donc péridéfense, c'est Rueil-Malmaison, Nanterre, Courbevoie, plutôt. Et là, le phénomène que vous décrivez est déjà en cours. Nous, on est déjà positionné sur Novaxia Air. On achète des immeubles à Rueil-Malmaison, Rueil-de-Ville, qu'on transforme en Conniville. Ça, le permis est obtenu, c'est vendu. Donc, ça, c'est une bonne. On achète des immeubles là plutôt nous n'aurions pas eu les moyens d'acheter dans cette logique de transformation parce que les loyers de bureau étaient trop chers. Donc, inexorablement,
la mutation de la défense va se faire par touche. C'est-à-dire les grands immeubles neufs, parce qu'il y a beaucoup d'immobilier de qualité à la Défense, hein, ce n'est pas le sujet, c'est un sujet d'attractivité. La zone n'est pas mixte, c'est compliqué, vous avez les quatre temps, pourtant le métro, le RER, mais baladez-vous le soir à 20 heures à la Défense par les temps qui courent, c'est un peu triste. Donc les vieux immeubles, les petits immeubles sont en cours de mutation, de modification. Pour ce qui est des grands immeubles, on va y aller, mais c'est compliqué. Et quand on est dans des IGH, des immeubles de grande hauteur, vous avez un certain nombre de normes, hein. On est en France, hein, c'est très compliqué de dire on va faire la moitié de bureaux, la moitié de logements, parce que les immeubles ne sont pas faits pour ça. Et c'est beaucoup d'interventions techniques avec des normes pompiers, etc. Donc tout ça prendra du temps. Moi, je dirais 15 ans. Je pense que on est plutôt sur 20 ans. Je pense qu'on est plutôt sur 20 ans pour que la défense devienne un quartier mixte, mais la première étape, c'est ce péridéfense-là qui, lui, va souffrir sur le tertiaire, hein, va souffrir sur le tertiaire parce que la défense, finalement, aspire ce qu'il y a autour d'elle, puisque les loyers sont maintenant à des prix qui sont comparables à ceux qui étaient pratiqués il y a encore 3 ans sur 2000, sur Courbevoie, Donnez-nous le prix des loyers. Alors, le prix des loyers aujourd'hui, avec les accompagnements, alors ça dépend si on parle, vous savez, il y a le loyer facial. Donc, le loyer Ouais. facial, pas trop, hein, c'est-à-dire le loyer affiché, puis après, il y a le loyer économique, c'est-à-dire quand vous faites toutes les franchises de loyer, les accompagnements. Aujourd'hui, à la Défense, vous pouvez très bien trouver des loyers entre 400 pour les plus bas à 500 euros, là où on était beaucoup plus, où on était à minimum à 600 euros, voire 900 pour les tours les plus prime il y a quelques mois. Alors, Quelques... tout ça, je vois qu'on on partage l'avis, on partage le point de vue. Bon, vous êtes bien sûr plus positif que moi, puisque c'est votre business, c'est le cœur dans lequel vous opérez. Donc, vous avez du désir de succès et peut-être aussi des informations bien en amont que quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur de ce business n'a pas. Mais est-ce que ce ne serait pas le moment pour vous, Novaxia, de créer des nouveaux fonds en disant aujourd'hui, on achète bien moins cher qu'il y a 2 ans, ça, c'est une certitude. Nous pensons qu'on a touché ou qu'on va toucher le fond de la piscine dans les 12 mois à venir. Donc, on ne pourra pas acheter beaucoup moins cher que ce qu'on va acheter. Et le temps qu'on restructure, qu'on remodèle et qu'on refasse, de toute façon, je ne sais pas où on sera, mais on ne sera plus dans la crise immobilière actuelle. On en sera sorti, on sera peut-être dans une nouvelle. Bon, ça, personne ne connaît le futur et personne n'est prophète. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous partagez et est-ce que vous avez des choses en gestation qui vont sortir, des nouveaux produits ou des nouvelles offres? Même réponse. Je suis d'accord avec vous. Et puis finalement, on a évidemment fait ce chemin, on va travailler, on travaille au fond, il y a un petit peu tôt pour en parler, mais on aime regarder aussi les fonds qui existent. Et aujourd'hui, les opportunités, elles sont maintenant. Il faut être agile et sont maintenant. C'est-à-dire, on ne peut pas se faire un pari, vous savez, créer un fonds grand public, hein, ce qui est notre métier, hein, on ne travaille que des fonds grand public. Le temps que le régulateur se prononce sur le fond, tout ça, c'est un délai de 6 à 9 mois pour créer un nouveau fonds. Donc, et nous, on pense que nos opportunités, elles sont maintenant, tout de suite, dans les 6 prochains mois. Et après, on regarde quel est l'âge de notre fonds. Novaxiaire, c'est un fonds qui a été créé en 2021. Donc, l'embarqué, on a vu qu'on arrivait à gérer des performances positives, hein. Juste sur l'année 2023, on fait partie de Novaxiaire et le deuxième collecteur du marché, ça c'était au troisième trimestre, je n'ai pas les chiffres du quatrième trimestre, et puis il y a une performance positive dans un marché où la performance moyenne, elle est négative, hein. Pas pour, et vous connaissez très bien les comparables du marché, donc on est encore dans les acteurs qui servent. Mais surtout Novaxiaire a le cash, a du cash, hein, quand vous sortez la poche de liquidité, a du cash et la confiance d'épargnants pour se dire que sans rien faire, si nous n'investissons pas, le pari était déjà le bon, c'est-à-dire le pari qu'on avait fait en 2022 dans les acquisitions, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser acheter trop cher, hein, ben, on regarde les performances qu'on va faire cette année, mais on va l'emmener, on
on pense dans une fourchette, hein. Alors, il faut toujours, Vanessa qui est avec moi me dit toujours d'être prudent sur la fourchette, mais on a une confiance vraiment très, très forte sur un 5-6 de performance pour cette année. Et si on fait un 5-6 avec des actifs achetés trop cher par rapport au marché actuel. On imagine très bien, et dans un marché du logement qui souffre, hein, qui est notre marché de sortie, on imagine très bien que les actifs qu'on achète maintenant, qui certes produiront de la valeur dans 2 ou 3 ans, le temps du permis de construire, de changer, de trouver son marché, mais entre-temps, le marché du logement, on l'espère, comme c'est un marché de pénurie, aura corrigé. Là, on pense que ce fonds est un fonds Novaxiaire notamment, hein, est un fonds qui est durablement installé pour faire des performances négatives. La preuve, dans l'œil du cyclone de cette crise, on est toujours sur des performances positives et positives par rapport au marché. Donc, Alors, attendez, là, je vais juste vous interrompre. Alors, c'est vrai que cette année, Novaxia R, donc vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous avez dû terminer l'année autour de 2,70 de hausse, c'est ça? c'est un petit peu plus bas. C'est un petit peu plus bas. C'est un petit peu plus bas parce que on a deux types. Vous savez, on a une poche de rendement sur des opérations qui vont être transformées à plus long terme et une poche court terme. Sur la poche court terme, pas de problème. On a produit de la performance. Le résultat sur la poche un peu plus long terme, nous on fait expertiser comme tout le monde l'ensemble de notre portefeuille. Les experts ont corrigé nos valeurs d'environ 1,50%. Donc ça a joué un peu sur la perte. Donc, ça a joué un peu sur la perf, mais c'est dans un moment où en fait l'expertise est un moment de marché, si vous voulez, puisque on expertise un bien en l'état, mais nous on va en faire devenir autre chose. Et aujourd'hui, comme le fonds est jeune, il y a plus de biens qui créent du rendement que de biens qui créent de la valeur par la transformation. Ce qui dès l'année prochaine va changer, puisque l'année prochaine, on a 14 projets qui vont créer des jalons de prise de performance, c'est-à-dire permis, vente, etc. Donc, on va s'inverser. Donc, dès l'année prochaine, là, on est sur le cœur de ce que ferait Novaxiaire et ce qui sera dans sa période de pleine maturité, c'est-à-dire un fonds de transformation avec une mutualisation de projet qui fait que la performance sera engrangée. Donc oui, on est au cœur, on va dire, du cyclone, on fait une performance au-dessus de 2%, ce qui n'est pas compétitif par rapport à d'autres produits dans le marché, mais ce qui montre par rapport à ces produits similaires, hein, c'est une SC. Regardez la performance moyenne globale des SC, ce qui est positif et surtout ce qui est une étape vers autre chose. Et dès l'année prochaine, un 5-6 et qui ira, on l'espère, qui se stabilisera dans les années à venir, voire créera de la bonne performance par ces opportunités qu'on capte dans le marché, parce que ça fait chez Novaxia 15 ans qu'on est là-dedans, donc on a des canaux de sourcing que d'autres gros opérateurs de l'épargne ne peuvent pas avoir, par essence, parce qu'ils ne cherchaient pas ça. Ils cherchaient des biens stabilisés avec du rendement et point. Voilà. Ok, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous remercie pour ce partage de connaissances. Je vous remercie pour votre optimisme, pour votre vision de l'avenir. Donc, on verra dans 15 ans ou dans 20 ans si la défense a complètement changé, comme vous le dites. Bon, je pense que c'est une quasi-certitude que le train est en route et qu'il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Et voilà. Merci beaucoup Mathieu, merci Vanessa, sage comme une image derrière, voilà, qui n'a rien raté et qui a tout suivi l'émission. Et à très vite pour d'autres émissions ou d'autres contacts. C'est maintenant au tour de Julien Milinkiewicz, notre monsieur droit dans l'assurance vie, qui lui attend toujours religieusement parce qu'il passe toujours en dernier. C'est lui qui clôture l'émission. Il a cette responsabilité. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de la fiscalité du rachat. La fiscalité du rachat, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand vous avez besoin d'argent, on toque chez l'assureur, on lui dit, monsieur, j'ai besoin de 10 000 euros et ça devient un rachat. Et bien sûr, l'État dit, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais j'ai ma part. Et quelle est cette part, Julien? Oui, c'est tout à fait ça. Ben, bonjour, bonjour Bernard, bonjour à tous. Déjà tous mes vœux pour cette nouvelle année.
J'ai pris l'émission en cours de route, mais j'ai pu comprendre que le menu pour 2024 allait être quand même assez intense. Alors, en ce qui concerne l'assurance vie, ben, vous l'avez dit très justement, les capitaux sont totalement disponibles, bien évidemment. Vous êtes sur un produit financier et vous pouvez à tout moment récupérer votre capital. En langage assurantiel, ce n'est pas un virement, ce n'est pas une vente d'actifs financiers comme lorsque vous vendez une action, c'est un rachat. Donc, vous allez voir la compagnie d'assurance, je l'espère, Billins, et vous demandez un rachat sur lequel vous allez être fiscalisé, mais fiscalisé suivant votre pays de résidence fiscale, puisque c'est vraiment le là en termes de fiscalité. Tout dépend, la fiscalité applicable au rachat du contrat d'assurance vie et aux autres placements financiers de manière générale va dépendre de votre lieu de résidence fiscale. Si vous êtes résident fiscal en France, bah, bien évidemment, vous aurez de l'impôt tout va dépendre. Bah, vous savez, hein, nous les Français, on a une fiscalité qui est quand même assez complexe. La fiscalité sur l'assurance vie, moi j'ai coutume de le dire aux clients, c'est un véritable millefeuille. Hein, donc vous avez différents régimes, différentes dates qui se sont superposées. Aujourd'hui, si vous avez ouvert un contrat après le 1er janvier 2018, dernière réforme en date du contrat d'assurance vie, vous allez être soumis à la flat tax de 30% sur vos produits de contrat d'assurance. Donc la première chose déjà à avoir en tête, Bernard, c'est lorsque vous allez faire un rachat sur votre contrat d'assurance vie, lors du rachat, vous avez une partie capitale et une partie produit. Vous avez ouvert un contrat d'assurance vie à 100, aujourd'hui il est valorisé à 110, vous décidez de racheter 10 pour vous acheter une nouvelle voiture pour débuter 2024, bien évidemment, la flat tax de 30% qui s'applique ne va pas s'appliquer sur les 10 qui vont vous être rachetés et crédités sur votre compte, puisque dans le cadre du rachat, vous aurez une partie produit et une partie capitale, et c'est fort heureusement uniquement sur cette partie produit que vous serez imposé à la flat tax de 30% si votre contrat a été ouvert après le 1er janvier 2018 et s'il a moins de 8 ans. Et s'il a été ouvert avant le 1er janvier? Alors, s'il était ouvert avant le 1er janvier 2018, là, c'est un autre régime fiscal qui va s'appliquer, puisque je vous l'ai dit, le régime fiscal n'est pas rétroactif. Donc, c'est un autre régime fiscal qui va s'appliquer. Et là, c'est cette fameuse dégressivité de l'assurance vie qui a été supprimée depuis 2018, mais qui existe encore, puisque vous avez un certain nombre, bien évidemment, de clients, d'épargnants, ou même peut-être vous, Bernard, qui ont ouvert son contrat d'assurance vie bien avant 2018. Par définition, vous êtes en assurance vie sur de l'épargne longue. Et bien là, si votre contrat a été ouvert avant le 1er janvier 2018, on va vérifier l'ancienneté de votre contrat. Et si votre contrat, désormais, a déjà de toute façon plus de 4 ans, vous aurez le choix à opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 15%, plus les prélèvements sociaux de 17,2, ou plus avantageux, si votre contrat d'assurance vie a été ouvert avant 2018 et à plus de 8 ans, là c'est jackpot, au niveau fiscal en tout cas, puisque vous aurez droit à un abattement de 4 600 € sur les produits si vous êtes célibataire, 9 200 € si vous êtes marié, et sur le reste, vous serez soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5, plus toujours les prélèvements sociaux de 17,2, mais on va dire que vous serez mieux traité que si vous aviez ouvert votre contrat après le 1er janvier 2018, où là, vous seriez soumis d'office à la flat tax de 30% s'il avait moins de 8 ans. Donc, on a une petite différence de 5%. Exactement. Alors ensuite, vous savez, la réforme en 2018, quand bien même la fiscalité, vous n'avez plus qu'un seul pays qui a conservé la fiscalité dégressive sur le contrat d'assurance vie en Europe, c'est le Portugal d'ailleurs. Tous les autres États, en tout cas la France, n'a pas fait exception et c'est aligné. Désormais, c'est la flat tax de 30% pour les contrats ouverts après le 1er janvier 2018. Effectivement, vous avez raison, c'est un petit peu moins avantageux en cas de rachat que si vous aviez ouvert votre contrat avant, mais c'est un fait. Néanmoins, on aurait pu commencer par là, on parle de fiscalité. Il ne faut pas oublier qu'en contrat d'assurance vie, vous êtes dans le cadre d'une enveloppe fiscale. Je mets complètement de côté les avantages en cas de décès parce que ce n'est pas la thématique et on en a déjà parlé, mais il ne faut pas oublier qu'en assurance vie, vous ne procédez et vous êtes soumis à fiscalité que lorsque vous faites des rachats. Tant que vous ne faites pas de rachat sur le contrat d'assurance vie, vous n'êtes soumis à aucune fiscalité, vous êtes en taxation différée complète, ce qui est quand même un des gros avantages de l'enveloppe fiscale assurantielle sur la France, entre autres.
Alors, je voudrais juste faire une petite remarque sur, tout à l'heure, vous m'avez dit le rachat, et c'est pas en cas de décès. Et en France, on a quand même une petite spécificité où, quand on décède, il y a une espèce de rachat technique qui se fait avant, puisque l'État va prélever une partie de la plus-value, donc elle va prélever la CSG sur la plus-value, alors qu'elle ne le ferait pas sur un compte titre. D'abord, expliquez-nous un petit peu cette bizarrerie, Ouais. et ensuite on Bah, va essayer de comprendre d'où elle vient, cette bizarrerie. alors, déjà, on a un impôt, alors je ne sais pas s'il est bizarre, mais on a un impôt en France qui s'appelle les prélèvements sociaux. Ça, je pense que tout le monde l'a bien en tête. Et ça, ce n'est pas un impôt qui a été appelé ces fameux prélèvements sociaux, qui est la composition de la CSG, de la CRDS. Et en plus, ce n'est pas quelque chose qui a été appelé à baisser sur les dernières années. Mais vous avez raison, lorsque vous avez souscrit, si vous souscrivez à un contrat d'assurance vie à 1 million d'euros, tant que vous ne faites pas de rachat, vous n'avez pas de fiscalité. Et on l'a vu, si vous faites un rachat, vous êtes soumis à la fiscalité sur les produits, on va dire à la flat tax de 30% pour faire simple, si le contrat a été ouvert après le 1er janvier 2018. Si vous décédez, vous avez mis une prime d'1 million d'euros et vous décédez, votre contrat, il est à 2 millions d'euros. Effectivement, en France, vous allez avoir les règles particulières de l'assurance vie en cas de décès, mais ce n'est pas le sujet. Néanmoins, sur le million qui a été gagné par les dividendes, par les plus-values, par la gestion que vous avez fait dans votre contrat, ce million d'euros de produits, ce million d'euros de gains, d'intérêts, là, effectivement, si vous êtes assuré résident fiscal en France, en clair, si vous mourrez en tant que résident fiscal français, vous allez avoir les prélèvements sociaux à 17,2 qui vont s'appliquer. Donc, quand bien même vous n'allez pas pouvoir profiter de vos produits et de votre gestion, puisque vous êtes mort, néanmoins, vos enfants et vos ayants droit, en tout cas vos bénéficiaires, auront le capital d'essai qui sera diminué des prélèvements sociaux de 17,2, mais qui s'appliqueront effectivement uniquement sur la partie produit. Et là, c'est la petite différence, vous avez raison, il faut être objectif par rapport à un portefeuille titre, où là, dans l'hypothèse d'un portefeuille titre, où si vous avez acheté 1 million d'euros de titres et qu'à votre décès, le portefeuille vaut 2 millions, là, dans cette hypothèse-là, vous êtes soumis au droit de succession, ça c'est sûr, moins favorablement que dans le cadre du contrat d'assurance vie, ça c'est sûr aussi. Par contre, vous ne serez pas soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 sur la plus-value latente issue de votre portefeuille titre. Cette spécificité, elle existe que en France ou et elle existe dans d'autres pays européens, d'après vous? Pour ma part, les prélèvements sociaux existent, en tout cas, il n'y en a pas en France. Il n'y en a qu'en France. Il n'y en a pas dans les autres pays. Ça, c'est vraiment une. C'est vrai que c'est une particularité. On travaille, vous le savez, chez Willins à l'européenne, donc on a beaucoup de. On parle toujours des clients qui quittent la France, mais on parle rarement des étrangers qui viennent s'installer en France, hein. Des Belges ou des Suédois qui viennent passer leur retraite sur la Riviera. Ils sont toujours étonnés des droits de succession, ça vous le savez, vous en doutez, parce que bon nombre de pays ne connaissent pas les droits de succession, et ils sont toujours également étonnés sur les prélèvements sociaux. Et effectivement, dans l'hypothèse, entre autres, du contrat d'assurance vie, pour ma part, je n'ai pas connaissance d'un mécanisme similaire à travers les différents pays de l'Union européenne que l'on trouve. Ok. Alors, j'ai une question à vous poser. Du fait de cette différence de fiscalité, imaginons un client qui a un contrat d'assurance vie qu'il a ouvert avant 2018, et là, il vend un appartement, il vend son affaire, il touche un héritage, il a une nouvelle somme à placer, une somme importante. Vous conseillez de la rajouter au contrat existant ou de vraiment ségréguer et de créer un nouveau contrat pour la mettre sur un nouveau contrat? Alors c'est vrai que votre réflexion est intéressante parce qu'on a eu beaucoup de débats et de discussions qui ont agité un petit peu le landerneau de l'assurance justement après 2018, parce qu'il n'y avait toujours un assureur est capable, c'est son métier, bien évidemment, de gérer et de ségréguer les primes et de savoir telle prime avec telle date vous a rapporté tant et vous êtes soumis à telle mouture fiscale. Mais effectivement, le problème, c'est comme souvent, il y a une loi de finances qui est mise en place, mais il n'y avait pas de BOFIP. Le BOFIP, c'est en clair, c'est la recette, c'est l'application de la recette fiscale qui est donnée par la loi de finances. Donc pendant un certain temps, il n'y a eu aucune décision précise en la matière. Donc vous avez raison, on recommandait aux clients de dire vous ouvrez un nouveau contrat d'assurance vie et là, vous aurez deux moutures fiscales précises et on sait que votre contrat ouvert avant 2018, il est soumis à cet ancien régime fiscal
Après 2018, c'est le nouveau régime, il n'y a pas de risque d'erreur ou de risque de mauvaise interprétation de la loi fiscale. Désormais, le problème, en tout cas, a été résolu et il est très clair. Donc, on va appliquer la proportionnelle. Donc, dans l'hypothèse où vous allez faire un rachat total, par exemple, ou même un rachat partiel, on va appliquer une bête proportionnalité. Vous avez 10 de produits. Ben, sur les 10 de produits, vous avez tant de proportions qui se rattachent à avant 2018 parce que vous avez, ben, par exemple, versé 75% de la prime avant 2018. Donc, vous avez 75% de ces produits, 75% de ces 10 dans mon exemple qui sera soumis à l'ancienne mouture fiscale. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, désormais, on a une position quand même assez claire et on sait tout à fait le gérer au niveau fiscal. Alors ensuite, effectivement, j'oserais dire que c'est du cas par cas et ça va dépendre ben, de la typologie du contrat, de ce qu'a rapporté votre contrat et du montant de la prime complémentaire. Si vous avez fait un montant de prime minimal avant 2018 et avec un montant de plus-value maximal, et que là, vous allez faire un montant de prime particulièrement conséquent, ça peut bien évidemment jouer sur le pourcentage. Il sera peut-être plus intéressant et intelligent d'ouvrir un nouveau contrat pour que l'ensemble des produits qui ont été générés avant du fait d'un petit versement, si je puis dire, profitent de la mouture fiscale particulièrement intéressante d'avant 2018. C'est du cas par cas, mais on peut gérer les deux. Alors, et pour finir, on va parler du sujet portugais. Donc, on va se concentrer sur notre marché. Hein, donc, pour un résident quelle que soit sa nationalité d'ailleurs, au Portugal, il est soumis aux règles Portugal. Exact. S'il a le régime du RNH, donc résident non habituel, donc le régime fiscal favorisé, les retraits qu'il effectue sur un contrat d'assurance vie ne sont pas imposés. C'est bien ça? Exact. Exactement. Exactement. C'est vrai qu'il y a Alors, beaucoup de discussions, ça a agité beaucoup de savoir. Mais oui, nous, on est clair, il n'y a pas d'imposition. d'accord. Ensuite, s'il n'a pas ou s'il n'a plus cette qualificative Oui, de RNH, à partir de ce moment-là, il va devoir payer de l'impôt. exact. 28% avec, on l'a dit, une fiscalité dégressive. Quand je dis fiscalité dégressive, c'est l'assiette qui va être dégressive en fonction de l'ancienneté du contrat. Vous avez raison. Alors, expliquez-nous. Bah, je l'ai dit, au Portugal, alors, le contrat d'assurance vie est reconnu, ça c'est quand même un premier point. Premier avantage de travailler en contrat d'assurance vie au Portugal, c'est que les revenus financiers au Portugal sont soumis à une taxation de 28%. Même les plus-values dans le cadre du régime RNH, puisque les plus-values ne sont pas couvertes par le régime RNH. Donc, si vous réalisez énormément de plus-values, c'est plus intéressant de les réaliser au sein du contrat d'assurance vie, quand bien même vous êtes sous statut RNH pour éviter cette taxation de 28%. Donc le contrat d'assurance vie est reconnu au Portugal, il n'y a pas besoin d'adaptation très particulière. On est en taxation différée pour éviter justement cette taxation de 28% sur les plus-values quand vous êtes encore sous régime RNH et sur les intérêts et les dividendes quand vous êtes hors et que vous avez quitté le système RNH, où vous n'y avez jamais été. Donc ça, c'est un des avantages du contrat d'assurance vie sur le Portugal. Et le second, je l'ai dit, ça reste une spécificité portugaise depuis la modification en 2018 de la France, à savoir que le Portugal a une fiscalité dégressive. Alors quand je dis une fiscalité dégressive, vous allez toujours avoir les 28% qui vont s'appliquer, mais c'est l'assiette qui va différer. Par exemple, si vous faites un rachat entre la 5e et la 8e année d'ancienneté de votre contrat, en tant que résident portugais hors RNH, dans votre exemple, vous aurez un 5e de votre produit qui ne sera pas imposable. Et si vous faites un rachat, et si le rachat intervient après les 8 premières années du contrat, et que vous êtes hors du système RNH, là, vous aurez 3/5, vous serez toujours soumis à 28%. On n'a pas un taux différent comme on a pu connaître sur la France, mais c'est le montant de l'assiette qui est différent, et vous aurez 3/5 du revenu qui ne sera pas imposé. Je l'ai dit, il n'y a que le Portugal, il n'y a encore qu'au Portugal que cette fiscalité dégressive historique du contrat existe. Alors, maintenant, un sujet technique de réflexion pour un ingénieur patrimonial. Euh, Comme ça concerne beaucoup, ça concerne de plus en plus de gens et ça va concerner beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont arrivés au Portugal il y a 7, 6, 7, 8, 9, 10 ans et ils vont sortir du régime RNA. Donc, en arrivant ou avant d'arriver, ils avaient déjà un contrat, donc que ce soit chez Willins ou ailleurs,
Et bon, les 7-8 dernières années, ça a plutôt été des années correctes, convenables. Donc, Bien. les contrats se sont plutôt bien valorisés. Et donc, allez, on va prendre un exemple chiffré. J'ai une personne qui avait 1 million. Il termine au bout de 9 ans ou 10 ans avec 1,6 million, 1,7 million sur son contrat. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rachète mon contrat et je ne paye Je pas vous vois d'impôt venir, Bernard. et je refais un contrat et je rentre dans le nouvel régime? Ou est-ce que je ne rachète pas mon contrat et j'aurai 28% sur 3 cinquièmes? Donc, ça doit faire quelque chose comme 11 ou 12%, ça, Exact, oui. La de... question peut se poser, vous avez raison. J'ai une plus-value latente extrêmement importante sur mon contrat. Je vais sortir du régime RNH parce que c'est ainsi. La question peut se poser de faire ce qu'on appelle dans le jargon financier, de faire tomber ma plus-value. Donc, je fais un rachat total aujourd'hui. Je suis couvert par le régime RNH, donc je peux prévoir du zéro. Et je réinvestis sur un nouveau contrat d'assurance vie, ce qui peut être intéressant. Un nouveau contrat d'assurance vie pour avoir le maximum en prime, bien évidemment, et même pour le futur, dans l'hypothèse où je fais des rachats, j'aurai un montant de prime maximum. Donc, par définition, j'achèterai beaucoup plus de primes que de produits, donc je serai à zéro. Nonobstant cette ancienneté fiscale portugaise, c'est effectivement une stratégie. Il faudrait toujours l'analyser au titre, le juriste revient, il faudrait toujours l'analyser au titre de l'abus de droit portugais, mais je ne sais pas s'il existe un abus de droit ou un abus fiscal au Portugal, je ne sais pas. Même s'il existe un abus de droit, je vois mal comment on peut reprocher à quelqu'un d'avoir clôturé un contrat d'assurance vie. Vous avez le choix, vous rachetez. Alors, le seul thématique où il faudrait être prudent, c'est que ce soit un contrat luxembourgeois. Parce que si c'est un contrat français, si vous avez votre contrat ouvert auprès d'une compagnie française, quand bien même vous êtes à zéro au Portugal sous RNH, il ne faut pas oublier que vous avez toujours quand même votre fil à la patte fiscale et donc le prélèvement du retenu à la source côté France parce que votre contrat a été ouvert auprès d'une compagnie française. Donc c'est peut-être juste le point d'interrogation, parce que c'est bien de faire un rachat total et qu'il soit exonéré au Portugal, mais si vous rachetez sur un contrat français, vous aurez toujours le fil à la patte côté français parce que votre compagnie est établie en France. Mais c'est vrai que si vous avez ouvert contrat d'assurance vie au Luxembourg, rien ne vous empêche, effectivement, vous avez raison, difficilement attaquable sous l'abus de droit, encore faut-il qu'il existe au Portugal. Vous faites un rachat total, vous avez zéro au Luxembourg puisqu'on est en neutralité fiscale, vous avez zéro au Portugal puisque vous êtes sous couvert sous le régime RNH, et vous repartez sur un nouveau contrat, et aussi au Portugal, vous n'avez, par rapport à d'autres pays, pas de taxe sur la prime. Je vous déconseillerais de le faire, par exemple, en Belgique. Vous me direz, ce n'est pas le même climat, donc je vous vois mal partir vous installer en Belgique plutôt qu'habiter au Portugal. Sauf qu'en Belgique, vous avez une taxe de 2% sur la prime. Vous avez d'autres pays où vous avez une taxe de 2% sur la prime. Donc, suivant les montants, ça fait mal l'optimisation fiscale. D'accord. En tout cas, sujet à réfléchir et sujet à calculer. Eh ben, très bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Eh ben voilà. Eh ben alors, c'est en attendant de vous voir faire les savants calculs pour une prochaine émission qu'on va vous remercier chaudement d'être venu pour cette première émission de l'année et vous dire à très vite et à bientôt pour un nouveau sujet assurantiel dans une de nos prochaines émissions. Eh bien, avec grand plaisir, vous Merci. le savez. Merci Bernard. Bonsoir. Merci beaucoup. À très bientôt et très bonne semaine. Au revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal.